10%. C'est pour ça que souvent, quand vous allez au restaurant chinois, vous dites, ah, putain, je suis bien après si vous mangez comme eux. Donc, le tout, c'est de trouver l'explication. Et dans les conseils alimentaires que vous trouverez, là, j'ai fait quelques photocopies, c'est pour vous donner une façon de me contrôler, c'est-à-dire d'essayer mes conseils alimentaires. Alors, là aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que cet appendice, dans ce système digestif, ça m'a fait découvrir que le corps est très au courant de cette agression. Ce qui explique, si vous voulez, que le chien de M. Pavlov, eh bien, son cerveau va déclencher la sécrétion de salive, il va déclencher la sécrétion acide de façon à faire fermer, si vous voulez, cet estomac. Donc, c'est donc pas votre estomac qui va digérer, puisque vous avez un cancer de l'estomac, on vous l'enlève, on coupe là-haut, on coupe là, et on a bouche et vous continuez à vivre, c'est-à-dire continuer à manger. Par contre, on ne vit jamais sans bile et sans enzymes du pancréas. Hein, si vous n'ajoutez pas ce liquide à l'aliment qui descend, eh ben, il va sortir comme il est rentré et vous allez mourir. Hein. Vous mangez des tomates, vous faites des tomates. Voilà, ça c'est ça. Alors, c'est ça qui est passé inaperçu, mais qui est passé empiriquement pas tout à fait inaperçu, parce que, par exemple, on vous dit qu'il faut manger des fruits entre les repas ou au début des repas. Nos parents, enfin les miens, si vous voulez, mangeaient en dessert. Ben, c'est pas idiot, parce que ce qu'ils faisaient était très bien. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que quand ils mangeaient un fruit c'est de l'eau et du sucre rapide, le fructose. Donc, quand c'est sorti, vous fabriquez très vite les enzymes du pancréas qui sont les plus méchants, hein, les plus... Et donc, quand vous le mangez en dessert, vous le mélangez au bol alimentaire et ça sort plus lentement. C'est pour ça que dans le midi, je suis du midi, on mange les melons, par exemple, toujours en dessert. On ne les mange pas en entrée. C'est pas pour rien. Et beaucoup de gens vous disent, moi, le melon en entrée, je ne suis pas si bien. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi. Puisque le melon, c'est liquide, très sucré, ça sort vite, vous fabriquez vite ce produit qui attaque, ça descend vite puisqu'il n'y a rien ici, ça arrive là, et appendice ou pas, lui n'aime pas, et qu'est-ce qu'il fait? Il va dilater ici pour ralentir la descente. Donc, à ce moment-là, vous avez l'impression que vous ne digérez pas bien, que le melon remonte, hein, il me remonte, voilà, tout ça parce que vous êtes ballonné. Donc, tous ces signes sont des signes de défense. Le corps n'a qu'une idée en tête quand vous mangez, c'est essayer, si vous voulez, de lutter contre ces sécrétions mortelles. Alors, comment va-t-il lutter? C'est ça qui m'a fait décomposer. Par exemple, on vous parle de la satiété. Vous mangez et essayez de poser la question, pourquoi la satiété? Un très grand scientifique autour de vous. On va vous donner des réponses. En réalité, elle est très simple, la réponse. Hein, maintenant, vous la savez, vous pouvez contrôler. C'est-à-dire que plus vous mangez, plus vous fabriquez le produit qui va tuer. C'est une règle tout à fait simple. Mais comment interdire à votre cerveau, qui adore le gâteau que vous avez en face à la fin du repas, de le manger? Eh bien, cet estomac, on lui a donné aussi une autre fonction. On l'a mis là avec une priorité d'écoute et on lui a dit, voilà, toi tu te remplis jusque-là, c'est la satiété. Et quand tu arrives là, tu téléphones à l'hypothalamus, parce que c'est lui qui commande, en réalité, en lui disant, arrête, je suis plein. Alors l'estomac dit, oui, mais s'il n'écoute pas, ben, tu deviens désagréable. C'est l'aérophagie. Voilà. C'est tout. Alors, automatiquement, si ici, ça ne va pas, eh bien, vous aurez l'estomac dilaté très vite, puisqu'il y aura des sécrétions qui seront arrivées. Et qu'est-ce que fait une dame qui a l'appendice? Elle a 25 minutes de bon pour manger, c'est-à-dire c'est le temps que met la sécrétion de M. Pavlov pour arriver en bas et rentrer dans l'appendice. Donc, quand elle prépare amoureusement un repas à son mari, ça dure plus de 25 minutes. Et quand il arrive, elle le sert. Elle, 2-3 bouchées, elle dit, moi, quand je fais la cuisine, je ne mange pas. Par contre, elle aura envie de manger tout de suite quand elle est au restaurant. Si elle attend un petit peu, si elle prend un petit apéritif, alors là,
ça ne va pas être si bien si on la sert avec du retard. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soit boire en mangeant, soit pour les autres fumer. C'est pour ça que vous verrez les gens au restaurant sortir fumer une cigarette pour pouvoir manger, parce qu'ils vidangeront un peu leur estomac. Et ce sont toutes des choses que vous vivez au naturel. Alors, donc, vous avez vu que cette satiété, là, j'ai eu dernièrement une neurologue qui est venue me voir pour se présenter et s'installer. Et je m'amuse un peu dans ces cas-là, parce que j'ai appris comme elle. Et je lui dis, au fait, qu'est-ce qui commande la satiété? Elle me dit, c'est l'hypothalamus. Ah, j'ai dit, vous venez de m'apprendre quelque chose. Alors, elle a dû se dire, celui-là, à cet âge-là, s'il apprend encore des choses, comme ça. Elle me dit quoi? Ben, je lui dis, je ne savais pas qu'il y avait de l'hypothalamus dans l'estomac. Alors, elle me dit, mais il n'y a pas d'hypothalamus dans l'estomac. Je lui dis, alors pourquoi est-ce qu'on met des anneaux maintenant dans l'estomac? Est-ce que ce n'est pas l'estomac qui téléphone quand il a ces anneaux qui réduisent sa capacité? À un moment donné, il se trouve plein, parce que son dit, il téléphone et à l'hypothalamus et lui dit, je suis plein, arrête. Oui, mais on peut contourner ça. C'est-à-dire que c'est bien de mettre des anneaux, mais à partir de ce moment-là, vous pouvez contourner en faisant quoi? En mangeant plus liquide, en fragmentant, si vous voulez, les repas, donc en mettant très peu à la fois. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. C'est vrai que les gens qui arrivent à ça sont des gros mangeurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant des années, ils ont dilaté leur estomac. C'est-à-dire que sa satiété à lui, elle n'est plus comme avant. Donc c'est pour ça que quand vous mangez, il attend d'être plein pour dire arrête. Donc on le réduit. Vous voyez, alors l'opération, elle est très belle, elle va vous permettre. Mais les gens vont maigrir parce que pendant 1 an, 2 ans, ils ont des anciennes habitudes de manger, ils vont essayer de manger, ils n'y arrivent pas, puis au bout de 2-3 ans, ils vont recommencer à grossir, parce que lui a trouvé une parade. Ce qui se passe aussi, si vous voulez, c'est que quand vous avez ici une forte inflammation, appendice enlevé ou pas, eh bien, si vous prenez un apéritif, par exemple en entrée, c'est liquide et sucré, ça sort vite, fabriquez vite le produit qui descend. Et comme c'est en début de repas, ici c'est vide, ça descend vite, et vous allez attaquer votre appétit d'abord, ou votre côlon, puisque lui c'est un petit morceau de côlon, donc lui c'est le starter et l'autre c'est le carburateur. Il continue la même chose. Donc immédiatement, les gens vont se trouver, si vous voulez, au bout de quelques minutes, l'estomac dilaté et fermé. Et si j'étais un restaurateur, je vous donne le tuyau pour ceux qui sont là, eh bien j'offrirais 2 kirs à tous mes clients. Parce qu'à ce moment-là, immédiatement, 25 minutes après, cet estomac se trouve dilaté et fermé, et ils vont consommer 2 fois plus de vin de liquide pour que ça sorte, puisque maintenant, on ne fume plus dans les restaurants. Donc là aussi, il y a des telles choses qu'il est facile de contrôler. Le corps est excessivement simple. Alors, ces conseils alimentaires que je vous donne, naturellement, c'est pour envoyer le moins possible de sécrétions intactes avant. Alors, ici. Donc, là aussi, je dis toujours que les fruits, il faut les manger en dessert. Maintenant, j'ai réduit, moi, considérablement le pourcentage des cancers digestifs et extradigestifs dans ma clientèle. Alors, actuellement, il y a beaucoup de conseils qui sont opposés, qui viennent de gens très très bien. Et il y en a un qui dit, par exemple, les laitages, c'est bon. L'autre, il dit, non, c'est pas bon du tout. Mais je pense que quand on dit une chose comme ça, il faut donner les raisons exactes. Alors, actuellement, moi j'ai réduit le pourcentage des cancers du sein chez la femme. J'ai trouvé ça vers les années 70 et 75 chez une patiente que j'avais opérée qui était d'origine russe et qui avait 35 ans à peu près à l'époque. Et vous savez que les Russes prennent beaucoup de produits lactés, de crème fraîche, etc. Et à 1 an de distance, j'ai dû l'opérer d'un sein et 1 an après, elle est revenue me voir pour l'autre sein. C'était un cancer tout à fait différent et c'était un cancer diffus. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Elle avait en plus l'appendice, qui pour moi est un multiplicateur pathologique. Et alors, le lait. Eh bien, le lait, c'est gras, un peu gras, et surtout sucré avec le lactose. Donc, vous avez fabriqué un peu de bile et des enzymes. Vous le prenez le matin, et si c'est vide, donc ces enzymes, ces sécrétions vont descendre et attaquer. Alors, donc, il y a une agression plus rapide. C'est pour ça que beaucoup de gens ne supportent pas le lait le matin. Le café au lait, c'est terrible.
s'ils ont une inflammation de l'intestin, ils vont très vite le sentir. Ma mère, qui avait son appendice, je l'ai toujours vue faire ses dîners le soir avec du café au lait et des tartines. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Et naturellement, la pathologie qu'elle a eue par la suite, j'ai eu l'explication plus tard, malheureusement. Alors, ce lait, il y a d'autres choses qui jouent un rôle important, c'est pour ça que je vous en parle, dans le cancer du sein. Quand une femme allaite, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est-à-dire qu'elle sécrète des hormones qui bloquent son ovulation. Deuxième point, qu'est-ce qu'elles font, ces hormones? Elles font grossir ses seins. Alors, si vous voulez voir les Asiatiques, elles ont des tout petits seins. Et dans ces pays, ils arrêtent, parce qu'ils ont des problèmes digestifs, très vite les laitages. Actuellement, où ils en reprennent, eh bien, on voit des Chinoises, par exemple, qui ont plus de seins. Et ces hormones, c'est quoi? Eh bien, les hormones de vache vont être éliminées, quand elles sont sécrétées, par les urines, mais par le lait. Donc, quand une jeune femme arrive à la puberté, et si elle prend beaucoup de laitage, parce qu'on lui dit le calcium, etc., eh bien, regardez sa poitrine. Si elle le supporte, surtout au point de vue digestif, elle ne va pas l'arrêter, parce qu'en plus, comme elle a une inflammation de l'estomac, ce lait neutralise un peu son acidité gastrique, et ce qui fait qu'elle adore ça. Et en plus, on lui dit, il faut absolument en prendre à cause du calcium. Alors, ce calcium, donc ça c'est entre parenthèses, et je dois dire que depuis que je sais ça, que j'ai trouvé ça à peu près, c'est fait dans les années, je vous dis, 70-75, j'ai réduit considérablement le pourcentage des cancers du sein, de la prostate aussi chez l'homme, parce qu'il y a d'autres répercussions, et notamment de l'alimentation sucrée, sucré de n'importe quelle origine, hein, ça peut être soit les jus de fruits, soit le vin, soit l'alcool, soit la bière, soit tout ça, qui sont des facteurs de production plus rapide, puisque c'est liquide, de ces enzymes qui sont pour moi cancérigènes. C'est le facteur de cancérisation cellulaire le plus important que je connaisse, d'après mon expérience. Alors, tout ça, ça fait que je me heurte, si vous voulez, à des impératifs de grands producteurs. Hein. Je pense que le chef de recherche, quand j'ai voulu sortir mon premier livre d'un grand groupe qui fabrique beaucoup de laitages, d'eau, etc., est venu me voir pour pas que je sorte mon livre. Et il m'a dit, vous allez sortir votre livre, vous allez faire descendre par les mandarins de la médecine. C'est ce qu'on est en train, je vous dirai ça tout à l'heure avant de partir, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais c'était en 90 à peu près, puisque mon premier livre est sorti en 92. Alors, à l'époque, je lui avais dit, montrez-moi vos chercheurs. Il y a deux choses qui sont mauvaises dans les produits lactés. C'est le lactose, parce qu'avec ça, vous fabriquez le produit qui est le plus méchant, et le calcium, parce que le corps met ce calcium là où c'est attaqué. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans les artères, qu'on le retrouve dans les seins, qu'on le retrouve dans les ganglions, qu'on le retrouve enfin un peu partout, si vous voulez, dans l'arthrose, tout ça. Et naturellement, il ne m'a pas montré à ses chercheurs. Et actuellement, les Japonais ont sorti quelques années après un lait avec moins de calcium. Et là, on vient de sortir le Lactel, un lait avec moins de lactose, en disant c'est plus digeste. Digeste, ça veut dire qu'il y a moins de troubles une fois que vous le prenez. Et si on enlève le lactose, ce lactose, naturellement, c'est lui qui fait fabriquer très vite les enzymes qui viennent attaquer. Donc, vous voyez qu'on se retrouve. Plus digeste, ça veut rien dire. Simplement, ça donne moins de troubles digestifs désagréables. Alors, je pense que la médecine n'a pas réalisé, si vous voulez, la façon dont vivaient les gens avec un système digestif qui marche mal. Moi, je vois ça constamment. Je vois des gens qui ont 80 ans, qui ont malheureusement l'appendice, qui est un multiplicateur pathologique de tout ça, mais on peut être opéré et être pas bien si vous faites le contraire de ce que je dis, mais quand l'appendice est là, c'est pire. Et je vois des gens qui ont 80 ans qui se rendent compte qu'ils auraient pu vivre autrement.
c'est atroce de voir, hein, quand j'ai des gens jeunes, ça va. Sur le plan des sportifs aussi, c'est pareil. Vous pourrez, si vous avez des sportifs autour de vous, vous allez pouvoir vous rendre compte, vous voyez, moi je suis en face de vous, je suis les pieds parallèles, je suis en appui sur mes deux pieds. Avec l'appendice, le pied d'appui solide, c'est celui-là. Donc si vous voyez quelqu'un qui est un champion de vélo, eh bien, quand il va monter une côte, vous ne le verrez jamais monter en danseuse. Il montera assis sur sa selle. Parce qu'en danseuse, il est obligé de tendre son pied droit. L'appendice ne veut pas. Et à ce sujet, j'ai un chapitre sur les sports de haut niveau, parce que comme je suis très sportif, je l'ai été, je suis moins, mais d'esprit je le suis, j'ai écrit un chapitre sur les sportifs de haut niveau. Et je dis que les champions cyclistes qui ont l'appendice, d'abord c'est un sport qui leur convient, puisqu'ils ont dans des attitudes où d'une part ils libèrent leur cage thoracique, donc ils respirent mieux, mais aussi ils ont les jambes pliées, et ce qui fait qu'ils ne tentent pas trop le psoas. Et qu'ils adorent ce sport, mais qu'il faut les surveiller de très près parce que pour faire ce sport, ils sont obligés d'avoir ce que j'appelle une alimentation de confort, en prenant tout ce que je viens de dénoncer, et qu'ils auront soit des complications cardiovasculaires rapides, infarctus, etc., soit des cancers. Lorsque Laurent Fignon a annoncé il y a quelques mois, il a 49 ans, qu'il avait un cancer digestif généralisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, arriver à ça, il faut des mois. Donc il est passé à côté de ces signes de cancer, et son médecin aussi, ses médecins. Je me suis dit, Fignon doit encore avoir son appendice. Je ne me rappelais plus comment il montait, enfin, etc. J'ai pas fait attention. J'ai un copain qui est à François, je lui ai téléphoné, j'ai dit, trouve-moi le portable de Fignon. Alors il me l'a trouvé le 15 juillet, donc une quinzaine de jours après. Je l'ai appelé, je me suis présenté, j'ai dit, voilà, je suis sur une recherche, je peux vous poser une question. Il m'a dit, posez-la toujours. J'ai dit, voilà, je pense que vous n'avez jamais été opéré d'appendicite. Il me dit, oui, je l'ai encore. Il m'aurait dit, oui, j'ai été opéré, je me serais posé des questions. Parce qu'effectivement, une fois opéré, il n'aurait pas pu supporter cette alimentation qu'il avait, qui se portait grâce à la présence appendiculaire, qui est un ralentisseur de transit et qui ralentit la descente de cet agresseur. Donc, pendant des années, les gens agressent leur côlon sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Hein, parce que quelqu'un qui a été opéré va vite se rendre compte que selon ce qu'il mange, il n'est pas bien. Je dis toujours que quand les gens ont été opérés d'appendicite, on leur met un garde-fou, puisque ils savent très bien que tel aliment, ben, ça ne va pas. Hein, je me rappelle quand j'étais plus jeune, en voyageant, on me servait toujours un verre de jus d'orange le matin quand je voyageais. J'en prenais jamais, bon, hein, mais là, c'était payé en même temps. Le premier jour, je le prenais, et le lendemain, je le filais au voisin, parce que j'étais pas si bien que ça après. Je ne savais pas pourquoi. Vous voyez, il y a toujours, alors les vitamines qu'on prend ce jour-là, c'est ça, et l'agression digestive, parce que c'est du sucre rapide, le fructose et de l'eau, et ça descend vite si vous le prenez le matin. Si votre côlon ne va pas bien, vous vous sentirez mal. Mais l'appendice étant là, il ralentit la descente de cet agresseur, donc les gens le prennent sans s'en rendre compte. Ils disent, je prends mes vitamines le matin. Alors, le calcium, c'est pareil. Hein, si vous faites des examens vasculaires, vous allez vous rendre compte, on vous parle beaucoup des graisses, mais vous allez vous rendre compte que quand les gens prennent beaucoup de fromage, beaucoup de laitage, en ont pris beaucoup aussi quand ils étaient plus jeunes, notamment s'ils étaient sportifs, eh bien, ils vont vite avoir dans les vaisseaux des plaques calcifiées. Dans les plaques d'athérome, il y a le cholestérol dont on vous rabâche les oreilles, mais tout le monde s'en fout de ces petites taches blanches qu'on voit dedans et qui sont des calcifications. Et c'est ce qui donne, par exemple, pour l'aorte, c'est ce qui fend un peu l'aorte, donc arrive aux anévrismes. Hein, on trouve dans les anévrismes de l'aorte ces plaques calcifiées, si vous voulez, qui coupent la paroi. Tout ça, ce sont des choses. Dans l'arthrose, on va trouver des calcifications dans les genoux, on va trouver des ligaments calcifiés. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il est facile de contrôler. Là, surtout, j'attire surtout votre attention sur la lecture de ce livre. Je ne suis pas ici en train d'essayer de vous convaincre que j'ai raison. Ce que je veux, c'est que, comme font tous les patients qui sont venus me voir, c'est que vous puissiez lire afin que chacun puisse avoir son propre jugement et surtout contrôler autour de soi. Vous allez voir par exemple que si je prends deux frères jumeaux
qui ont été, par exemple, opérés, un de l'appendice et l'autre non. S'ils ont mangé les mêmes choses toute leur vie, s'il y a dans la famille, mettons, un gène ou de cancer de la prostate, eh bien, celui qui a été opéré va faire son cancer de la prostate avec les mêmes conditions 5 ans avant. Et ça, c'est facile de le contrôler. Ça fait des années que je le contrôle. Donc, et dans les conférences que j'ai faites, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit « Vous avez raison, docteur. Hein, moi, mon frère a 52 ans, il vient de faire un cancer de la prostate. Il est comme vous dites, et il mangeait tout ce que vous dites, etc. » Donc, pour l'instant, je suis en train de vous donner des idées de recherche et des idées de vous surveiller, de me contrôler comme moi je me suis contrôlé. Vous voyez, par exemple, pour Fignon, si j'avais appris qu'il avait été opéré étant jeune, je ne sais pas. Alors, il y a d'autres choses, par exemple, aussi, sur le plan. Il y a des façons de respirer. Parce que vous voyez que moi, je me tiens en face de vous, je suis les jambes tendues, le ventre rentré, je suis soulevé. Bon, j'ai un peu de ventre, mais c'est mon âge. Et je suis comme ça. Donc, je suis en suspension de colonne. Avec l'appendice, vous êtes comme ça. Si vous vieillissez, vous ne pouvez plus cambrer parce que vous avez l'arthrose, donc vous allez être penché en avant. Notre ancien pape, je citais souvent un exemple à mes patients, et il marchait comme ça. Et j'ai dit, le pape, il ferait bien de venir me consulter. Quelques années avant sa mort, à un moment donné, si vous vous rappelez, on en a parlé beaucoup, beaucoup de gens s'inquiétaient parce qu'il prêchait et il se reculait pour aller vomir. Et tout le monde était inquiet. Et quand j'ai vu ça, moi j'ai dit, le pape fait une crise d'appendicite, tout à fait torpide chez les gens âgés, donc on ferait bien de s'en occuper. Et tout le monde a dit, non, le pape doit avoir un cancer. Alors soyons logiques, un pape c'est surveillé de très près. Je pense que tous les examens qu'on lui faisait, ils avaient toujours recherché quelque chose pour ne pas être surpris. Et naturellement, comme ce diagnostic d'appendicite, il n'y a pas d'autre diagnostic que la palpation du ventre, que tous les examens qu'on lui faisait étaient négatifs. Donc ça a duré, je sais pas, 3-4 mois à peu près. Et un jour, on a annoncé au Vatican qu'on allait opérer le pape d'une appendicite. À ce moment-là, si vous vous rappelez la presse, pour ceux qui étaient intéressés, moi, fais attention, il y a même eu un grand spécialiste digestif français, chirurgien digestif, qui a dit, mon œil, en réalité, il a une tumeur quelque part, et on ne l'a pas trouvé, et on va lui faire une exploratrice. Alors, exploratrice, effectivement, c'est une intervention qui est programmée pour voir si on n'a rien trouvé là-dedans, puisque les examens sont négatifs. Et dans ce cas-là, si vous voulez, on ouvre le ventre comme ça pour avoir une vue magnifique. Et avec moi qui disait, non, c'est bien ça, il ferait bien de l'opérer parce que c'est torpide à cet âge-là. Et puis, ils ont annoncé qu'il allait être opéré d'appendicite. Et tout le monde a rigolé, naturellement, il y a eu des articles et tout ça. Sauf moi qui disais, non, mais ils font bien de l'opérer, de ne pas trop attendre. Et quand ils l'ont opéré, ils ont annoncé qu'il avait été opéré d'une façon classique. Classique, c'est-à-dire une petite incision ici. Alors, pour ceux qui ont des connaissances, et même pour les autres, chirurgicales, par une petite incision ici, on ne peut pas voir tout ce qui se passe dans le ventre. Donc, on ne peut pas faire une exploratrice. En plus, il avait été blessé, il avait fait des complications après ses blessures du ventre, ce qu'il avait reçu. Donc, il avait déjà une grande incision ici. Donc, on pouvait très bien repasser par cette grande incision. Et naturellement, ils ont annoncé qu'il avait été opéré avec succès. Et ensuite, on ne l'a plus vu vomir. Alors, comme j'ai vu ça, j'ai écrit une lettre à son médecin, naturellement, au Vatican, pour le féliciter de son diagnostic, en disant que c'était un diagnostic pas facile. Je ne lui ai pas dit que je le savais depuis longtemps. J'ai envoyé mon livre, mes conseils. Il m'a répondu très gentiment. Maintenant, je ne sais pas si c'est improvisé, mais enfin, ça explique beaucoup de choses, notamment sur le fait que les gens âgés, c'est facile à voir autour de vous, qui ont l'appendice, vont avoir tendance à marcher plus penchés en avant. Voilà. Tout ça, c'est tout bête, mais ce sont des choses qui vous permettront de conforter ce diagnostic en disant qu'effectivement, cet appendice peut avoir des incidences. Voilà. D'autre part... On peut passer aux questions quand j'arrive à un stade, si vous voulez, où j'aimerais bien peut-être répondre à des questions très précises que chacun a en tête, parce que là, je vous ai assommé avec tout ça.
Et s'il y avait des questions, ça sera peut-être plus précis de vous répondre. Alors, Monsieur Pourtalais, si vous venez vous asseoir, le deuxième micro sera disponible pour la salle. Pardon ? Si vous venez vous asseoir, le deuxième micro sera disponible pour la salle. Il faut le couper, oui. Voulez-vous boire un peu en attendant la question ? Oui. Merci docteur pour cet exposé. Alors je ne sais pas si la question est valable. Est-ce que l'on peut donner des conseils alimentaires aux personnes à qui on a enlevé la vésicule biliaire de façon générale? Merci. Alors, oui. Alors, le problème, si vous voulez, quand vous lirez, j'espère que vous le lirez, quand vous lirez mon livre, vous verrez que cette vésicule biliaire n'a aucun rôle digestif, aucun fonctionnel digestif. On en parle beaucoup. Et si vous avez des troubles de type digestif hépatique, on vous fait une radio, on vous fait une échographie, on vous dit voilà, vous avez des calculs, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais on ne s'occupe pas du tout du reste du ventre. Or, pour moi, les calculs de la vésicule biliaire, les troubles digestifs hépato-biliaires, sont d'origine appendiculo-colique droite. Et la plupart du temps, les gens qui ont ces problèmes-là sont des gens qui ont encore l'appendice. Et maintenant, il y en a d'autres qui ont été opérés, mais qui n'ont pas suivi mes conseils alimentaires. Parce que moi, j'ai réduit ça aussi considérablement. Vous verrez qu'il y a une explication logique de la formation des calculs. Alors, on dit aux gens, j'en ai vu, j'ai vu beaucoup de gens, donc venir me voir en me disant, voilà, docteur, j'ai été opéré il y a 10 ans ma vésicule biliaire et des calculs. Et je viens vous lire parce que j'ai encore mon appendice et je viens de lire mon livre. Voilà. Alors j'ai dit, voilà, quand on vous a fait le diagnostic, vous étiez allé consulter votre médecin pour des troubles hépatodigestifs. Il m'a dit oui. On vous a fait une échographie, oui. On vous a dit, voilà, vos problèmes viennent de la vésicule et des calculs. On va vous opérer. Bon. Et on vous a opéré. Et puis quelques jours après, vous vous êtes rendu compte que vos troubles persistaient. Alors vous êtes revenu voir le chirurgien ou le médecin en disant, écoutez, je ne comprends pas, vous m'aviez dit que j'allais être amélioré. Et à ce moment-là, la réponse est logique. Il dit, oui, mais c'est logique que vous ayez des troubles puisque vous n'avez plus de vésicule. Voilà. C'est un peu la réponse qu'on donne. Alors quand ces gens venaient me voir, ils savaient pourquoi ils venaient. Je savais qu'ils avaient un état cholétique important parce que l'appendice, c'est un starter, il démarre. Et ce qui est important, c'est l'état du côlon droit qu'on retrouve facilement à la palpation parce que quand vous appuyez du côté droit dans ce côlon, il y a une douleur. Votre main ne peut pas s'enfoncer alors qu'elle va s'enfoncer du côté gauche. Là, le corps ne veut pas parce que c'est plus enflammé. Et effectivement, en enlevant l'appendice, en donnant mes conseils alimentaires pour ne pas agresser ce côlon, j'avais une amélioration. Autrement dit, c'était peut-être pas mal qu'on enlève la vésicule, mais cette vésicule, croyez-moi, quand vous avez un calcul, il est là depuis des années. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, la vésicule, ça s'opère si vous avez des coliques hépatiques ou si vous avez une infection. Mais autrement, on peut lui ficher la paix. Et moi, j'ai beaucoup de patients à moi qui avaient des troubles digestifs, qui avaient des calculs dans la vésicule. J'ai dit, écoutez, on commence par enlever l'appendice, vous suivez mes conseils alimentaires, et après on verra. Si un jour vous avez une colique hépatique, si vous avez une infection, à ce moment-là, on l'enlèvera. Mais la vésicule, vous verrez, je donne une autre définition. Pour moi, elle n'a qu'un rôle de défense. C'est-à-dire que quand vous prenez je vais mettre... une huître